Bonjour, c'est Guillaume de Goulet, on est vendredi, les vacances au ski, c'est fini. Retour sur les parquets avec Time Out, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket et qui aujourd'hui va parler légende. Le 19 février dernier, invité à se prononcer sur le plus grand joueur de l'histoire de la NBA, le pivot des Sixers, Joel Embiid, a lâché une petite bombe lors du All-Star Game organisé à Charlotte. Pour lui, le meilleur se nommerait tout simplement Wilt Chamberlain, Wilton Norman Chamberlain de son petit nom. Une petite provocation, alors que le débat entre Michael Jordan et LeBron James continue d'alimenter les chroniques, ce dernier venant même de dépasser MJ à la 4e place des meilleurs marqueurs de tous les temps. Justification du propos de la star camerounaise, il a tous les records, ils ne seront jamais battus, je n'imagine pas quelqu'un marquer 100 points dans un match. Fin de citation. Pas complètement faux, me direz-vous, même si on pourrait lui opposer que Kobe Bryant en a déjà scoré 81, et que surtout son palmarès ne compte que 2 titres NBA en 4 finales, en 1967 avec Philadelphie et en 1972 avec les Lakers, ainsi que 4 titres seulement, j'ai envie de dire, de MVP de la saison régulière. C'est finalement peu au regard de la domination physique et chiffrée du garçon. Alors pour trancher, ou pas, le débat... Pour évoquer la mémoire de Wilt the Stilt, l'échassier décédé il y a 20 ans d'une crise cardiaque, à 63 ans, un trio trié sur le volet. Notre mémoire vivante, l'illustre Arnaud Lecomte. Hello Nono. Bonjour. L'allumé des Suns, qui tenait absolument à ce podcast spécial, Gaëtan Scherer. Bonjour Gaëtan. Bonjour à tous. Et enfin, live from New York, Maxime Mallet, qui fête aujourd'hui son 38e anniversaire. Happy birthday Max. Merci. Ça ne nous rajeunit pas. C'est clair. Surtout moi. Voilà, tout le monde est prêt pour un nouvel entre-deux. Alors on prend une grande inspiration, on pique la position préférentielle. 3, 2, 1, début du Real All-Star Game. C'est 100 points quand même en un match, quoi. C'est des records où je pense pas que même, ok, quand on a dit que Oscar Robertson n'allait jamais être attrapé sur un triple-double en saison, ça a été fait. Mais je doute qu'un mec tourne à 55 points, 25 rebonds de moyenne. Je doute. Et 100 points, ça m'étonnerait même pas. Franchement, ça m'étonnerait pas qu'un mec qui mette 100 points dans les prochaines années. Donc je dis pas que celui-là est impossible. Mais le 55 points, 25 rebonds de moyenne, je crois que c'est un truc comme ça. Ça, par contre, je veux bien voir le prochain qui fait ça. Et j'en doute. Et c'est ça, Will Chamberlain, c'est que je pense que c'est le seul mec qui a la majorité de ses records qui ne seront jamais détrônés, quoi. Donc il restera dans les livres de records pour l'éternité, ce mec-là. Voilà, vous avez reconnu la voix de Nicolas Batum, invité par Maxime Mallet à répondre à cette question sur qui était Wilt Chamberlain, quelle trace il laissera dans l'histoire. Quand on dit tout simplement que Chamberlain, c'est d'abord des chiffres qui seront des records qui ne seront jamais battus, c'est ça, Gaëtan, ce qui restera dans les mémoires collectives. Chamberlain, c'est d'abord des chiffres. Oui, c'est surtout des chiffres, mais déjà parce qu'en fait on a très peu d'images qui nous restent de Wilt Chamberlain. Des joueurs comme même Karim Abdul-Jabbar ou Michael Jordan qu'on hisse à sa même hauteur dans les légendes du jeu. On a des images, on voyait ce qu'ils ont fait parce qu'on avait Canal, parce qu'aujourd'hui on a YouTube, parce que Wilt Chamberlain, c'est une époque d'un autre basket, celui des années 60 où on n'avait pas d'images, où les salles étaient quasiment vide ou à moitié rempli en tout cas, et il nous reste que ça en fait, il nous reste des chiffres, il nous reste une réputation, et ces chiffres-là ils sont tellement incohérents, ils touchent à l'absurde en fait. Voilà, se dire qu'un joueur a fait 50 points, 30 rebonds de moyenne en une saison, terminer un match à 100 points, être MVP dès sa saison rookie, c'est des choses qui aujourd'hui ne sont pas compréhensibles selon notre lecture du basket moderne, même si effectivement le basket tend vers plus de points, un basket plus rapide, donc les records peuvent plus ou moins être approchés, mais Chamberlain, c'est celui qui en détient le plus. Il détient plus de 70 records qui ne sont pas encore battus et beaucoup qui ne le seront jamais. Donc oui, Wilt Chamberlain, c'est surtout et avant tout ces chiffres-là qu'aujourd'hui nous marquent et marquent encore beaucoup de joueurs encore en activité qui citent Wilt Chamberlain. Le fait que Joel Embiid le présente comme le plus grand joueur de tous les temps montre que ça suffit à le hisser à ce niveau-là. Ouais, parler chiffres rapidement pour évacuer cette question. Chamberlain, on sait 15 saisons sur ses 17 pros à plus de 20 points, 9 à plus de 30. Ce fameux match à 100 points. Il y a aussi ce fameux match dont on parle moins, mais qui est peut-être encore plus fort, ce fameux triple-double, le seul qui a été réalisé dans l'histoire. C'était le 2 février 68 face à Détroit avec 21 points, 25 rebonds, 21 passes.
Est-ce que c'était un autre basket, Arnaud ? C'était une autre époque ? C'est difficile de comparer. Souvent, c'est ça qu'on nous oppose quand on aime bien, nous, ces débats sur qui est le plus grand, qui est le plus fort, qui est le meilleur. Là, c'est la préhistoire. Hein. Voilà, à l'échelle de l'entertainment, c'est vraiment effectivement la préhistoire du sport et du basket. C'est comme si, en termes de football, on allait chercher, Pelé est certes de cette époque-là. Aujourd'hui, Pelé, ça reste comme Chamberlain un nom un peu mythique, un peu même presque mythologique. Ça fait référence effectivement au-delà du sport, quoi, des super-héros dont on ne sait pas trop s'ils ont existé finalement. Et Will Chamberlain, il doit rester encore évidemment vivant, quelques témoins quand même de ses exploits de cette époque, mais comme le soulignait tout à l'heure Gaëtan, ce qui fascine, ce qui fait ce mystère, c'est qu'il n'y a pas d'image ou très peu d'images animées. Aujourd'hui, on a une ère où en 2 clics, on a accès quasiment instantanément à tout ce qui se passe sur la surface du globe en termes de sport. Pour aller trouver des images de Chamberlain, c'est très compliqué. Il faut vraiment une lampe frontale et descendre à la mine, quoi. Et aujourd'hui, ce qui fait sa légende, sa fascination, c'est effectivement que personne ne l'a vu et on ne sait pas trop s'il a existé, un peu comme le Yeti. Et quand on parle de préhistoire du basket, c'est le cas parce que pas de contrat à télé, donc les matchs n'étaient pas diffusés. Pas de ligne à 3 points à l'époque, c'était un autre basket. C'était les années 60 aussi, l'époque où il n'y avait pas de noirs encore dans les équipes, où il y avait encore un quota officieux qui limitait à 2, voire 3, pour les propriétaires les plus ouverts d'esprit, le nombre de joueurs noirs qui évoluaient dans les équipes. Ouais, c'est important de souligner ça. Il faut le dire, Chamberlain a aussi été, avec des joueurs comme Bill Russell ou Oscar Robertson, les pionniers de ce mouvement-là, et qui sont arrivés de manière si soudaine et si brutale que ça a complètement transformé le jeu. Et les années où a brillé Chamberlain, c'est les années où le basket est devenu plus vertical, plus rapide, où le rythme de jeu a été le plus impressionnant de l'histoire. On parle souvent aujourd'hui, on dit que le basket n'a jamais été aussi rapide, jamais eu aussi peu de défense. C'est faux. À l'époque de Will Chamberlain, on était sur des bases encore beaucoup plus absurdes. Oui, et puis pour corroborer ce que dit Gaëtan, c'est vrai que le jeu n'était pas du tout le même. Will Chamberlain, sa simple présence physique a modifié des règles du jeu, tout simplement, hein, notamment le goaltending, la fameuse règle du goaltending, et puis même le temps de présence défensive dans la raquette a été annulé. En somme, on ne peut plus défendre dans la raquette depuis cette époque-là, quelque part. Donc c'est vrai que il a marqué aussi l'histoire du jeu dans ce domaine-là, au-delà des statistiques, des chiffres et tout ça. Il y a aussi l'empreinte qu'il a laissée tout simplement dans l'histoire du jeu sur le plan réglementaire. Max, on parle aussi de Will Chamberlain parce qu'un joueur en ce moment, James Harden, est en train de chasser, alors pas tout à fait dans les terres, on va dire, de l'ancien pivot de Philadelphie et des Lakers, mais il a quand même réussi quelques séries remarquables, hein. Je crois que c'est plus de 30 points à 30 matchs, ça doit être ça. C'est d'abord, dans l'esprit aux États-Unis, Chamberlain, monsieur chiffre. Ouais, ça représente un peu l'inaccessible, les records qui semblent impossibles à aller chercher. Donc quand quelqu'un comme James Harden arrive à faire une série de matchs à 30 points qui a la moitié 31, je crois exactement, la moitié de la plus longue réalisée par Chamberlain, c'est déjà énorme. Et c'est vrai que pour un joueur, c'est quelque chose de particulier d'être cité en compagnie de Chamberlain, d'avoir ses records comparés, ses performances comparées à lui. C'est quelque chose de très particulier. Peut-être pas aussi particulier que on a vu LeBron James vraiment très 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 ému de dépasser Michael Jordan au total de points il y a quelques jours. C'est peut-être pas aussi fort, mais c'est quelque chose qui marque et dont les joueurs auxquels ça arrive sont particulièrement fiers. Et pour en revenir à Joel Embiid, c'est pas la première fois qu'il parle de Will Chamberlain comme le plus grand, puisque je crois que c'est des images du All-Star Game de l'an dernier qui ont été pendant le match, il discutait avec Al Horford de Boston, où il disait, mais les deux discutaient, mais genre t'as vu ces vidéos, c'est incroyable, il allait à une hauteur que même aujourd'hui on voit difficilement, et il disait déjà que à son sens c'était lui le plus grand à ce moment-là. Donc quand il a répété ça cette année, c'était pas du tout une bravade ou un peu de provoque, alors qu'il était à Charlotte, là où Michael Jordan est propriétaire. C'est vraiment ce qu'il pense après l'avoir étudié pas mal, parce qu'on trouve quand même quelques images sur YouTube, et je pense que ça permet aussi de voir un peu
plus ce qu'il a fait que par exemple il y a 15 ou 20 ans où il était beaucoup plus compliqué de trouver vraiment la moindre image. Il a peut-être aussi dit ça parce que Embiid, comme lui, joue au même poste et dans la même franchise accessoirement. Il y a peut-être un petit clin d'œil, une volonté de se poser en héritier. En tout cas, on le rappelle, Chamberlain, c'était 2m16, c'était un physique extrêmement longiligne, des bras sans fin, des mains énormes et puis surtout un sens du timing exceptionnel. Il était très fort en attaque, mais aussi on l'a vu. Moi, j'ai cherché un petit peu comme vous pour préparer cette émission des images. On le voit notamment jouer au volley, au beach volley après sa carrière de basketteur. C'est assez impressionnant de coordination quand même. C'est certainement un athlète ultime, absolu. Probablement c'est difficile de comparer ce qui est difficile, ce qui est incomparable par nature, mais c'est probablement quelqu'un qui aurait réussi dans beaucoup de sports, notamment en athlétisme, compte tenu de ses capacités athlétiques naturelles. Il allait très haut au saut en hauteur, il allait très haut au saut en longueur, très loin au saut en longueur. À la course, il était impressionnant. Alors évidemment, il n'aurait pas battu le record du monde du 400 mètres, il n'avait pas le morphotype, entre guillemets, pour ça, mais ça aurait été probablement un très grand décathlonien, malgré ses mensurations. Il était champion à l'université aussi. Il a été champion à l'université, effectivement, et au-delà de ça, il sautait sa détente sèche. Alors, il n'y a pas de mesure, je crois, très officielle sur le sujet, mais la détente sèche était estimée à environ à 1m30, ce qui est totalement délirant quand on pense à des athlètes comme Vince Carter, comme Michael Jordan, comme DJ Stephens, pour ceux qui ont suivi la petite aventure de DJ Stephens dans le championnat de France l'année dernière, qui avait été mesuré lui à 1m15 et qui impressionnait tout le monde. On imagine un type de 2m17, 2m16 comme faisait Chamberlain, qui sautait à plus d'1m20 en détente sèche, quoi. C'est délirant. Chamberlain, c'est aussi un nom parce qu'il est adossé souvent ou opposé à un autre nom dans un profil un petit peu différent, un autre joueur dominant également, de couleur noire, qui s'appelle Bill Russell, qui était un petit peu son opposé, l'homme qui a gagné le plus de bagues, 11 titres NBA. Est-ce que c'est pas ça aussi le mythe Chamberlain, c'est-à-dire cette opposition entre Chamberlain, les chiffres, mais les défaites en finale, et puis Russell, moins de chiffres, peut-être plus de défense, mais davantage de collectif et de winning, le sens de la gagne, tout simplement. Oui, je pense qu'on peut difficilement trouver, c'est sans doute encore même plus que Larry Bird et Magic Johnson dans les années 80, deux joueurs opposés au même moment et qui se ressemblent aussi peu, en tout cas dans l'approche du jeu, dans les qualités basketballistiques pures, parce que Bill Russell, c'était un excellent attaquant, mais c'était avant tout d'abord un grand défenseur, et Will Chamberlain, c'est tout l'inverse, c'était quelqu'un qui s'investissait peu en défense. Il le faisait très rarement, quand il le faisait très bien, mais il le faisait si rarement qu'on avait peu l'occasion de le voir, mais qui par contre était un attaquant absolument hors pair. Et c'est vrai que cette opposition à Bill Russell, elle a terni la légende de Will Chamberlain aujourd'hui encore, mais à juste titre. Beaucoup estiment que Will Chamberlain, c'est pas le plus grand joueur de l'histoire, c'est le plus grand joueur de saison régulière de l'histoire, parce que malheureusement Will Chamberlain, dès qu'il tombait sur les grands Celtics de l'ère Bill Russell, il craquait, il n'arrivait plus à gagner, ses statistiques chutaient automatiquement. Wilt, il est à 30,1 points de moyenne en carrière. En play-off, il était à peine plus de 22 points dès qu'il affrontait Bill Russell. Bill Russell, à l'inverse, lui, réussissait à hausser ses statistiques dès qu'il affrontait Wilt. Et puis le bilan le plus difficile pour Will Chamberlain, c'est ses chiffres en finale, évidemment, où il n'en gagne que 2 sur 6 tentés, alors que Bill Russell, il en gagne 11. Il y avait aussi toute une différence en termes d'approche du jeu. Will Chamberlain était quelqu'un que ses coéquipiers finalement connaissaient peu, c'était quelqu'un qui passait peu de temps avec eux. Dans toutes les équipes où il était, il avait toujours ses business à côté. Il a longtemps détenu un bar jazz à New York qu'il allait rejoindre après les matchs. Il rentrait pas dans les mêmes véhicules que ses équipiers, donc il prenait sa propre Cadillac et il allait passer la nuit dans son club de jazz où il invitait d'autres grands noms du basket, mais pas ses équipiers, il le connaissait pas. Bill Russell, lui, c'était quelqu'un d'obsédé par le collectif, d'obsédé par la gagne. Et Will Chamberlain, d'une certaine manière, en avait pleinement conscience, mais il l'assumait. Il se disait, finalement, c'est pas moi. Moi, si je dois apprendre dans la défaite, je continuerai à apprendre dans la défaite. Bill Russell était tellement stressé avant les matchs qu'il vomissait dans les vestiaires. Will Chamberlain, il avait aucune envie de vivre cette vie-là. Ça lui convenait, mais au final, c'est sûr que dans les chiffres, c'est une catastrophe. Bill Russell a écrasé Will Chamberlain.
Je pense aussi que Will Chamberlain, clairement, ne s'intéressait pas énormément à son sport, en fait. Totalement. Je crois qu'il s'est retrouvé à faire du basket parce que, voilà, il avait ses capacités considérables et que c'était un moyen de gagner sa vie. Hein. Donc, il y a de ça aussi, je pense, dans le fait qu'il a pas connu forcément la carrière en termes collectifs que Bill Russell a bien sûr magnifié, lui. Pour comparer encore les deux rivaux, on a, dans l'histoire de la NBA, il y a eu une autre grande rivalité comme ça, cyclique, qui est Bird Magic Johnson. Bon, mais c'était davantage là des rivalités de look, j'ai envie de dire. Au-delà de blanc et noir, il y avait aussi Magic, les Lakers, ça brille. Côte ouest, côte est. Côte ouest, côte est. Et le col blanc, blanc, le noir, col bleu. Dès l'université, en plus. Le col bleu ouais. et les beaux costumes et Hollywood. Bon, je pense que du côté de Russell et Chamberlain, il y avait aussi un côté un peu, un aspect philosophique, à la fois de l'approche du jeu, comme le soulignait Gaëtan, mais aussi politique. Bill Russell a toujours été un ardent défenseur des droits civiques, à une époque, dans les années 60, où c'était évidemment au centre de la vie quotidienne de la société américaine, alors que Will Chamberlain, on lui a fait souvent le procès d'avoir revendiqué ses à côté républicains, donc forcément un petit peu conservateur, réactionnaire, et tout ce qui s'ensuit à travers la guerre du Vietnam et tout, pareil, la société américaine de l'époque. Donc il y avait aussi cette rivalité-là qui a un peu marqué, je pense. Alors, on l'a pas vécu, même moi qui suis très très âgé, Guillaume, je n'ai pas vécu cette période-là, je vous le confirme, et je pense qu'à cette époque-là, ça prenait vraiment, ça avait vraiment du sens, beaucoup plus, on en parlait tout à l'heure en coulisses avec Gaëtan, beaucoup plus qu'aujourd'hui où les rivalités entre joueurs sont quasiment inexistantes, quoi. Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque déjà, au sein même de la Ligue, ce respect envers Bill Russell plus qu'envers Will Chamberlain, il était perceptible. La fameuse saison de tous les records, saison 1961-62, c'est ça, y arriver, où Will Chamberlain donc, fait une saison à 50 points, 30 rebonds. Il y a 6 joueurs qui sont à plus de 30 points de moyenne cette saison-là. Il y a Oscar Robertson qui fait son triple-double en étant à plus de 30 points. Et pourtant, quand on regarde le classement des MVP cette année-là, c'est Bill Russell qui est en tête avec 18 points de moyenne par match. Il avait une telle aura, il avait un tel impact défensif, une telle toute-puissance même. Bill Russell était un peu bigger than basketball, comme on dit. Il représentait quelque chose de plus important. Comme le disait Arnaud, Wilt, il semblait plus spectateur de tout ça. Il regardait ses contrats, il regardait ses chiffres, et ça lui suffisait. Max, tu partages cet avis-là qui est défendu, Russell plus grand que Chamberlain, et surtout, est-ce que Russell, qui lui est encore vivant, est-ce qu'il parle de temps en temps de son ex-meilleur ennemi, si je puis dire ? Il en parle un petit peu de temps en temps, il parle de moins en moins à l'heure actuelle. Là, c'est vrai qu'on l'a vu un petit peu fatigué pour la première fois. Il vient tous les ans au All-Star Game, c'est vrai que cette année, pour la première fois, on l'a vu s'asseoir au moment où on rendait hommage aux anciennes légendes, où il a été entouré ensuite par les autres anciens. Dernièrement, il a plus parlé de Bob Cousy, avec qui la relation, son coéquipier donc, origine dont les parents étaient français et qui est né à New York, avec qui la relation était très fraîche quand ils jouaient ensemble, parce que Cousy a eu du mal à avoir conscience justement de l'aspect lutte pour les droits civiques dans laquelle Russell s'impliquait beaucoup. Donc c'est vrai que dernièrement c'était plutôt cette relation-là qui est venue sur le devant de la scène médiatique aux États-Unis. Après oui, c'est sûr que on caricature forcément parce que voilà, avec le temps on garde un peu les aspects qui les différencient le plus, mais c'est vrai qu'il y a un côté du joueur complètement impliqué dans le collectif et de l'autre du joueur un peu plus qui pense à lui, qui pense à son propre plaisir. Je pense qu'on évoquera notre sujet à propos de lui un peu plus tard. Voilà, qui est un peu plus dans son propre accomplissement, même si sur la deuxième moitié de sa carrière, il s'est révélé un peu moins scoreur. Il le disait lui-même, si j'avais voulu, j'aurais marqué 30 points de moyenne toute ma carrière, mais j'ai un petit peu changé sur la deuxième moitié de ma carrière pour jouer un petit peu différemment. Donc, même s'il y a eu quelques blessures, il y a eu quelques blessures sur la fin, notamment avec les Lakers, quand il est plus que la deuxième ou troisième roue du carrosse. Offensivement, j'entends derrière Goodrich ou Jerry West, c'est aussi parce qu'il a quelques pépins physiques au poignet et au genou notamment.
Je pense qu'il pensait surtout à partir de la saison 66-67. Il passe de 33 points et demi à 24 en 2 saisons, et c'est parce qu'il a un peu changé son approche à ce moment-là. C'est sûr que sur la fin, il y a forcément une question d'âge, de physique qui rentre en ligne de compte. Il a 36 ans en 72, l'année de son second et dernier titre. Il était quand même déjà, ça faisait 15 ans qu'il était sur la brèche. Donc on peut imaginer qu'avec le style de jeu qu'il avait, les articulations devait un petit peu coincer. Et puis il était très, très frustré par l'image qui renvoyait. On parlait jusqu'en 67 où sa moyenne commence à chuter. Et en fait, il était très touché par le fait qu'on disait que c'était un joueur perso qui pensait qu'à ses chiffres et tout. Du coup, à un moment, il s'est dit, mais je vais faire moins de points, je vais commencer à passer et je vais me mettre en fait le meilleur pivot passeur de l'histoire. Et d'un coup, il passe à plus de 8 passes de moyenne dans la saison parce que en fait, il était juste obsédé par cet objectif-là. C'était de réussir à devenir le meilleur passeur de la saison, ce qu'il a réussi à faire parce que Chamberlain était de ces joueurs qui faisaient absolument ce qu'il voulait. Mais c'était tellement pas, même en faisant des passes au profit du collectif, que la saison suivante, il s'est fait transférer. Il faisait aussi ça avec les fautes. Il voulait jamais être exclu pour 5 fautes. Du coup, quand il avait 4 fautes, il arrêtait de défendre. 6 fautes, pardon. Quand il avait 5 fautes, il arrêtait juste de défendre. Voilà. D'ailleurs, on parlait énormément de ces chiffres. Il y en a un, moi, qui m'a marqué, c'est que sur la saison 61-62, donc la folle saison, on va dire, il affiche un temps de jeu moyen de 48 minutes 30. Et en fait, sur l'ensemble de la saison, il a manqué 8 minutes de jeu, justement parce que il a été sorti sur un match, il a été sorti pour 6 fautes. Donc c'est aussi un chiffre qui est complètement délirant dans le contexte d'aujourd'hui. Et il fait 48 minutes 30 parce qu'il y a des prolongations qui rentrent en compte dans la moyenne de minutes sur la saison. Quelle mémoire, quelle culture, Arnaud, c'est impressionnant. On parle aussi de Wilt Chamberlain parce que on l'a évoqué un petit peu avec Gaëtan tout à l'heure quand on parlait de sa vie nocturne à New York. C'est aussi quelqu'un qui s'est inventé, bâti un personnage. Chamberlain, c'est un numéro, le fameux numéro 13, mais c'est aussi quelqu'un qui a aimé raconter beaucoup d'histoires autour de sa vie personnelle, de sa vie privée, évidemment. Il se décrivait lui-même comme l'homme aux 20 000 femmes, aux 20 000 conquêtes. Combien ? 20 000. Ensuite, il a avoué, je crois, c'est en tout cas ce que j'ai lu en préparant cette émission, qu'il avait parfois, on pouvait rajouter un petit 0 ou 2, c'était pas gênant. En tout cas, Chamberlain, c'était aussi peut-être un mode de vie, alors peut-être assez similaire à celui qui avait cours dans les années 80 à Los Angeles, mais c'était aussi une vie hors des parquets. Ah oui, complètement. C'était une vie hors des parquets. Alors, il avait apparemment un rythme de vie pendant sa carrière plutôt soft. C'est-à-dire que même s'il allait tous les soirs dans ces clubs qu'il possédait, il buvait peu et il ne fumait pas. À une époque où pourtant beaucoup de joueurs NBA fumaient dans les vestiaires, ne serait-ce qu'à la mi-temps. Mais oui, après, Wilt Chamberlain, c'était un aventurier. Il adorait les conquêtes. Lui a toujours dit qu'il a appris à conquérir les filles pendant son année au Harlem Globetrotters, puisque sa première saison pro, il l'a passée avec les Harlem Globetrotters, où il voyageait en fait à travers le monde, où il faisait c'était moins des shows qu'aujourd'hui, mais où il allait jouer avec cette équipe à l'époque. Et lui disait que c'est avec ces gens-là, qui avaient donc beaucoup moins la pression du résultat, qu'il avait appris à draguer tout simplement. Et puis en fait, il racontait qu'il gardait des petits bouts de papier dans ses chaussettes, et puis que pendant les matchs, des fois, il les tendait à des petits ball boys, des porteurs de serviettes, qui allaient les amener aux filles qui repéraient dans la salle pour qu'elles lui notent et l'hôtel et l'adresse de la maison. Donc voilà, il se disait l'homme aux 20 000 femmes, sa maîtresse disait qu'il y en avait en fait que 2000, donc tu reparlais du petit zéro qu'il avait rajouté. Et pour la petite anecdote, il sort pour la première fois ce chiffre de 20 000 femmes dans son autobiographie, qui sort au début des années 90. Et il a la mauvaise, évidemment, tous les médias reprennent ce chiffre et il fait un long chapitre là-dessus sur les femmes, les conquêtes qu'il a eues. Et il le sort malheureusement au moment où Magic Johnson annonce qu'il a le virus du sida. Et évidemment, tout le côté un peu, rigolo, taquin que pourrait avoir cette anecdote tombe un peu en désuétude. Et en fait, il s'est fait très largement critiquer pour avoir mis ça en avant, pour en avoir parlé. Mais ses coéquipiers, ses anciens coéquipiers et ceux qui l'ont connu continuent de perpétuer la légende aujourd'hui. Et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que cet homme de chiffres, vous l'avez compris, on vous a déversé des tonnes de chiffres, et même avec les femmes. Alors il y a les 20 000 bien sûr, mais c'est surtout la manière dont il a lui-même
comptabilisé pour accréditer cette thèse des 20 000. Il expliquait que à partir de l'âge de 15 ans, il était à une moyenne de 23 femmes tous les 10 jours. Et donc, si vous calculez, de 15 ans à 60, je ne sais plus à quel âge il est mort, 63 ans, voilà, pendant 47 ans, donc, à raison de 23 femmes tous les 10 jours, vous arrivez à 20 000. Voilà comment il avait bâti ce mythe et raconté cette probable fake news. Mais si tant est que c'est un 0 de moins, 2000, c'est pas mal quand même. Max, toi qui es très porté sur les zéros, sur les zéros, bien sûr sur les zéros, mais oui, c'est son surnom. Quelle image en fait il reste aux États-Unis de Chamberlain? Je parle pas du basketteur, là je pense qu'on a compris, mais du personnage Chamberlain. Il reste une trace dans l'NBA d'aujourd'hui? Du personnage, je suis pas sûr. C'est vrai qu'il y a ce côté 20 000 femmes quand je l'ai. Mais c'est vrai que quand je l'ai souligné en rigolant avec Nicolas Batum, il a juste éclaté de rire. Voilà, il y a pas forcément de commentaires là-dessus de la part de la NBA actuelle. C'était tellement une autre époque, et c'est ce que Chamberlain va essayer d'expliquer aussi. J'ai une interview qu'il a fait à la fin des années 90 où il explique que voilà, c'était juste aussi l'ambiance de la période. C'est les années 60 et 70. On est très loin du rapport à la sexualité qu'il y a dans les années 80, 90, voilà, avec l'apparition du sida. Donc il a essayé de faire passer ce message-là, que c'était juste quelque chose de normal, que lui pratiquait un peu plus souvent et à l'extrême en termes de rythme que d'autres, mais que c'était juste l'ambiance de l'époque et qu'il faisait rien de complètement fou, et que c'était de toute façon dans un cadre où tout le monde était consentant. Donc voilà, il a essayé d'atténuer un peu l'impact, c'est vrai que particulier que ça a eu, mais ce côté-là aujourd'hui, ouais, c'est ce chiffre-là qui est balancé un petit peu, qui fait rire, qui fait sourire, qui a deux, trois commentaires, mais c'est plus les chiffres et les records qui marquent et qui font aujourd'hui qu'on se souvient de Will Chamberlain. À vous écouter, si je résume un petit peu la pensée, finalement Chamberlain, il peut pas être le plus grand de l'histoire, contrairement à ce que prétendait Joel Embiid en début d'émission. Il est derrière Bill Russell, derrière Michael Jordan, derrière LeBron James, derrière Kareem Abdul-Jabbar, 6 titres de champion, on n'en a pas parlé, 6 fois MVP, meilleur marqueur de l'histoire. Il est derrière tous ces joueurs-là, Will Chamberlain, oui, dans vos esprits. Oui, je te vois hocher la tête, Gaëtan. Oui, bon, après là c'est totalement subjectif, oui et non. Il y a cette image de Will Chamberlain qui me reste, au travers des témoignages, au travers des chiffres, au travers de son palmarès. Oui, pour moi il est derrière tous ces joueurs-là. Parce qu'il y a un certain côté en fait où Will ne jouait pas le jeu. Même à l'époque, il était presque déjà un peu démodé, dans le sens où en fait, il faisait sa vie, il faisait ce qu'il avait envie sur un terrain de basket. Il était là pour s'éclater, mais il ne faisait lever ni les foules, parce que même en fait, ses présences dans ses équipes respectives ne faisaient pas venir plus de monde pour voir les matchs. Parce que quand il a pris 100 points, Will Chamberlain, il a aussi pris 63 shoots, quoi. Un match où on prend 63 shoots, on tient c'est plus du basket. C'est plus du basket. Même Kobe, quand il fait son match à 60 points pour terminer sa carrière, il est à 50. Alors certes, c'est énorme. Le dernier, Devin Booker, quand il en met 70, il en prend 41. Je veux dire, Will Chamberlain faisait absolument ce qu'il voulait sur un terrain de basket. Il a réussi son truc. Il s'est créé une légende. Il avait les plus gros contrats de la NBA. C'était une superstar. Maintenant, est-ce que c'était un gagnant? Non. Tout le monde le dit. Tous les joueurs de l'époque s'accordent. Tous les observateurs s'accordent pour le dire. C'était un ovni. Mais on pourrait presque faire l'analogie aujourd'hui avec James Harden. Enfin, Guillaume y a fait allusion dans son introduction tout à l'heure, mais aujourd'hui on a un Harden qui défie aussi toutes les lois de la pesanteur ou de la logique en multipliant, en accumulant les chiffres, notamment de shoot à 3 points entre autres. Mais voilà, c'est toute l'histoire du basket, franchement, qui est résumée là, ou du sport d'ailleurs d'une manière générale, mais au basket où les chiffres ont une telle importance, c'est encore magnifié. Mais voilà, qui est le plus grand? Est-ce que c'est celui qui accumule les performances individuelles invraisemblables, parce que celles de Chamberlain resteront éternelles évidemment? Est-ce que c'est celui qui accumule ses performances statistiques, ou est-ce que c'est celui qui a des performances statistiques probablement moins fortes, mais qui fait gagner son équipe? C'est l'éternel débat du sport, et heureusement que ça reste éternel, quoi, parce que ça nous fournit un peu de matière à discussion, à débat, à
tchatcher régulièrement autour de ça, et c'est ça qui fait le sel du sport et de notre amour absolu ou la passion qu'on a pour le sport. Est-ce que vous le mettriez dans vos 5 meilleurs joueurs de l'histoire? Moi, je le mets dans les 5, ouais. Moi, non. Tu mettrais qui alors, Gaëtan? Jordan, Russell, il est devant. LeBron, je mets Bird. On peut parler de Magic, on peut parler d'Abdul-Jabbar. On peut parler de tous ces joueurs. À un moment donné, il faut trancher. Ouais, je sais bien. Non, mais là, tous les joueurs que je te cite, je les mets devant Chamberlain. Hein. Ça veut dire qu'il est dans le top 10 quand même? Oui, il est fin top 10, ouais. Fin de top 10, ouais. Mais le top 10, après, ça fait jaser, mais c'est purement subjectif. Chamberlain, moi, il est fin top 10, ouais. Pour moi, il est forcément dans le top 5 quelque part, et il y est à tout jamais parce que au-delà des chiffres, il y a l'empreinte qu'il a laissée dans le jeu, et voilà, quand je parlais il a popularisé le dunk, le finger roll aussi, c'est changements choses comme ça. Ouais. Effectivement, il a inventé des gestes. Donc, à partir du moment où vous avez ça dans votre calebasse, quoi, dans ce que vous avez apporté au jeu, vous êtes là pour l'éternité, et forcément dans le top 5, parce que de toute façon, vous aurez toujours des tas de candidats. Est-ce que ça fait pas mal au cœur de pas mettre Tim Duncan dans le top 5? On va en trouver d'autres, et il y en aura d'autres derrière nous, bien sûr. Donc voilà, donc c'est gravé dans le marbre à vie tant que personne d'autre ne dépassera ces chiffres et ce qu'il a apporté au jeu. Mais là, c'est pas demain la veille. Hein. Max, même question pour toi pour terminer. Il est dans ton top 5, Wilt Chamberlain, ou comme pour Gaëtan, il est aux portes du top 10? Non, je placerai plutôt dans le top 5. Je suis plutôt d'accord avec Arnaud, et sur le fait qu'il a apporté des choses que personne n'avait apporté avant, qu'il est totalement impossible d'écrire l'histoire du jeu sans le citer à de multiples reprises, et qu'il a fait évoluer le jeu peut-être plus qu'un Russell quelque part. Hein. Voilà, donc aujourd'hui, on réfléchit énormément par rapport au nombre de bagues. C'est vrai que c'est souvent le premier critère pour déterminer quel est le plus grand joueur. Voilà, on peut pas ne pas en tenir compte. Mais si on donne une moindre importance à ça, c'est sûr qu'il remonte beaucoup plus haut dans les classements tout à coup. Et pour revenir sur le faible nombre de bagues qu'il a obtenues, n'oublions pas quand même que dans les années 60, il n'y a pas grand monde qui aurait résisté aux Celtics de cette époque-là aussi. Hein. Donc lui, il jouait aux Sixers une grande partie de Warriors et puis Lakers. Ouais. Donc voilà, c'était compliqué quand même de lutter avec les Celtics, notamment à l'Est. Les Lakers de cette époque-là, même s'il y a eu cette magnifique saison 1972, qui longtemps fut celle du record de victoires dans une saison régulière, malgré tout, c'est pas les plus grands Lakers non plus de l'époque, de l'histoire, je veux dire. Donc voilà, il faut tenir compte aussi du fait qu'il n'a pas forcément, alors c'est des choix de carrière aussi, hein, et que probablement qu'il méritait d'aller dans ces équipes-là aussi, hein, dans un sens. Mais voilà, je mettrais un petit bémol sur effectivement ces années 60 où il fallait être très très fort quand même pour résister aux Boston Celtics. Oui, c'est sûr. Et pour revenir, sur la popularité à l'époque. On avait vu dans l'énorme documentaire d'ESPN sur la rivalité Lakers-Celtics de l'époque qu'en fait même les Celtics avaient du mal à remplir leur salle. Hein. Ils faisaient la moitié du Garden à l'époque, alors que c'était la plus belle équipe de l'époque, peut-être l'une des plus belles de l'histoire, et donc ils avaient du mal à remplir le Garden. L'une des raisons, c'est Bill Russell qui l'avait expliqué, ils avaient fait un petit sondage auprès des spectateurs qui voulaient voir moins de joueurs noirs sur le terrain à l'époque. Donc voilà, il y a des choses qui font qu'il était peut-être pas aussi populaire aussi pour des raisons autres que son jeu. Ah, c'est vrai, je n'arrive juste pas à m'ôter de l'esprit le fait que Chamberlain a autant marqué l'histoire du jeu qu'il l'a un peu aussi travesti d'une certaine manière, quoi. C'est quelqu'un qui a annoncé son départ en retraite après 2 ans en NBA juste parce qu'en fait il voulait renégocier son contrat et qu'il voulait être le joueur le mieux payé de la ligue, ce qu'il a réussi. Voilà, c'est quelqu'un qui prenait plus de 40 shoots par match sur cette fameuse saison 62. Enfin, moi, je me demande à chaque fois si Twitter existait à l'époque de Wilt Chamberlain, il prendrait vraiment très cher, quoi. Tu sais, Gaëtan, on pourrait dire pareil de Jordan, qui a aussi... Non, pas à ce point-là. Personne ne dirait que Michael Jordan est un loser. Aujourd'hui, il y a certains anciens joueurs, j'ai une citation de Rick Barry sous les yeux. Il le traite de loser, il a dit c'était évident. Il avait peur dans les matchs importants, il ne gagnait pas les matchs importants, il refusait la balle dans les moments importants. C'est l'inverse de ce qu'on demande aux grands joueurs, non ?
Ça sera le mot de la fin. Ah non, on peut pas continuer. Mais si, on peut continuer, Arnaud. Vas-y, je t'en prie. Non, mais non, amen. Bravo, Gaëtan, tu as raison. Certainement, il y a des tas de bonnes raisons, effectivement, de penser que Will Chamberlain n'est pas le plus grand. Moi, je le mets pas numéro 1 non plus. Hein. Mais encore une fois, pour l'héritage, le leg qu'il a laissé derrière lui pour le jeu, la manière dont il s'est construit, malgré effectivement beaucoup de soucis, de défauts, etc. Il a sa place, je pense, dans le top 5, rien que pour ça. Après, on va trouver aussi, encore une fois, chez Jordan, des gros défauts dans la manière de respecter le jeu, parfois aussi. Il l'a immensément respecté, mais il l'a aussi parfois un peu trahi lui-même. Donc, bon, voilà, c'est des discussions sans fin. Mais bon, on reste quand même en extase devant toute cette montagne de chiffres et ce joueur qui, encore une fois, sort un peu de la mythologie, quoi. Est issu de la mythologie. La mythologie, c'est exactement ça. Chamberlain 2/6, Jordan 6/6. Maxime Mallet, merci beaucoup. Merci beaucoup, à la semaine prochaine. Arnaud, Gaëtan, merci pour votre participation. À très vite. Merci, bye bye. Ciao. Salut.